Kinder présente les petits podcasts. Un podcast sur la parentalité où les enfants aussi ont leur mot à dire. Avec la participation du docteur Agnès Pargade, pédopsychiatre. Chez Kinder, nous sommes convaincus que des enfants heureux aujourd'hui feront de meilleurs adultes demain. Découvrez les petits podcasts, des petites bulles dans lesquelles nous vous invitons à prendre place pour observer d'un peu plus haut ce qui se passe dans la vie des familles et découvrir ce qui fait la beauté du lien parent-enfant. Surprises, petits mots, rituels, regards complices. À chaque émission, 2 ou 3 enfants, un de leurs parents et une experte de la parentalité explorent pour nous tous ces petits moments du quotidien qui veulent dire beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui dans ce petit podcast plus particulièrement des gestes et des regards. Par des gestes et des regards, on peut se dire beaucoup de choses, notamment quand on ne trouve pas les mots ou quand on ne pense pas à dire les choses tout simplement. Parfois, on s'exprime par des gestes et des regards sans s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, on a à nos côtés Flavie, 7 ans, Edgar, qui a 10 ans. 10 ans et qui va bientôt rentrer au collège. Donc c'est un grand moment pour Edgar. Et puis, leur papa, Vivien. Bonjour Vivien. Bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu présent pour venir parler d'une chose très particulière qui normalement se fait sans les mots, ce sont les gestes. Voilà. Les gestes et les regards, la façon de se parler, la façon d'échanger sans utiliser les mots. Vivien, on va commencer par vous. Est-ce que vous avez déjà pris conscience de certains gestes que vous faites à Edgar ou à Flavie et qui sont censés porter un sens tout particulier? Oui, tout à fait. Ça peut arriver à plusieurs moments de la journée ou ça peut être un rituel qui arrive, par exemple, tous les soirs au moment du coucher ou tous les matins au moment du lever. Donc c'est effectivement des choses qu'on aime bien répéter. Et puis il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les petits gestes, les petits regards qui sont un peu plus ponctuels, qui arrivent à des moments particuliers lors d'un spectacle, d'un gala ou lors d'une activité sportive ou tout simplement à table. Là, en me répondant, vous les regardez chacun à leur tour. Ce regard, vous attendez quoi en les regardant? C'est un peu de complicité pour voir s'ils vont être sensibles à ce que je dis et si ça fait écho chez eux. Comment vous l'avez senti, le regard de papa, quand il évoquait justement ces gestes, ces rituels que vous avez entre vous? En fait, un peu pour nous dire, vous inquiétez pas, en fait, on va juste vous poser des questions, en fait. D'accord, donc là, pour toi, c'était un regard qui était là pour te dire rassure-toi, Edgar. Ouais, un regard de confiance. De confiance. Un peu la même chose pour moi. Ouais. Est-ce que le regard de papa, est-ce qu'il véhicule toujours ce message pour vous? Non, pas tout le temps. Ah. Qu'est-ce qu'il y a comme nuance de regard chez papa? Quand il est en colère, en fait, il ne regarde pas pareil, en fait. Ah, il change. Qu'est-ce qui change? Un peu sa tête. Ah, c'est plus que le regard, donc c'est tout ce qu'il y a autour. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a autour, Flavie, alors, qui change? Les yeux. Les yeux, ouais. Et autour? Aussi, des fois, en fait, il y a un peu le front aussi et les joues. D'accord, le front, les joues. Donc, on s'exprime aussi avec la peau, du coup, alors. Oui. Parce que le front, ce n'est qu'un morceau de peau. Ouais. Oui. Vous saviez ça, qu'on s'exprimait comme ça avec la peau? Non, pas vraiment. Est-ce que toi, tu arrives à déceler juste avec des mouvements de peau ou des changements de couleur de peau, je sais pas, l'état émotionnel de papa ou alors de ta sœur, Edgar? Oui. Pas tout le temps, mais oui, des fois. Et par exemple, donne-moi un exemple. Quand je sais que quand Flavie, en fait, elle devient rouge, c'est qu'elle est pas contente, et que, par exemple, avec que j'arrête de toucher à ses affaires et tout ça, que je la laisse tranquille, en fait. Donc elle n'a pas besoin de parler, elle change de couleur, comme un caméléon. Et toi, tu comprends? Oui.
Des fois, je pleure, donc on va dire c'est la même chose. Oui, généralement, je comprends. Bah, pas tout le temps, parce que des fois, en fait... Des fois, c'est ça parce que je suis amoureuse. Tu deviens rouge quand t'es amoureuse, toi, Flavie? Quand on me pose une question, par exemple, je mens, bah, à la fin, ça... Ah, je deviens rouge. quand tu es gêné, du coup. Alors. Voilà. Quand tu es gêné, ça se voit. Et donc ça, c'est un problème ou Non, c'est pas un grave? problème, c'est normal. C'est normal. Hein, c'est normal que ça se voit quand on est gêné. Ou alors, si j'arrive à voir en fait, je vais lui montrer un truc, mais qu'elle s'en fiche. Alors, c'est comment tu t'arrives à comprendre tout ça? Bah... En fait, bah, quand je lui dis, par exemple, oh, Flavie, regarde, je vais te montrer un truc. Elle a fait, oh oui, d'accord, après on regarde comme ça. D'accord. Et donc, elle te dit oui, d'accord, et toi, tu entends non. Oui, c'est ça, en fait. Et alors, comment ça se passe, ça? Comment on peut entendre le mot oui et en fait entendre le mot non? Bah, en fait, quand on regarde sa tête, c'est comme s'il y a marqué non sur son front. Et Maman, en le disant, tu sais que tu fais un geste, Edgar. C'est bon que tu me dis oui et tu fais non avec la tête en même temps. Hein? Donc parfois, on peut avoir des informations contradictoires entre ce qu'on dit avec la bouche et puis ce qu'on voit avec les yeux. Est-ce que vous, Vivien, vous avez l'impression de déceler chez Edgar et Flavie ce genre parfois d'incohérence, de dire tiens, là, je sais qu'il me cache quelque chose. Oui, c'est effectivement, ça se voit très facilement. Oui. Plus chez Flavie, parce que je vois que vous Plus regardiez chez Flavie. qui est incapable de cacher quelque chose, et du coup, ça se voit immédiatement sur son expression. Edgar, un peu moins, mais ça marche aussi. Donc, Effectivement. Alors, est-ce qu'il est moins expressif ou est-ce qu'il contrôle plus? Il contrôle plus. Mais il n'est pas moins expressif. Mais en tout cas, il arrive à garder plus longtemps l'expression de base avant de craquer un petit peu plus. Un petit peu. Très bien. Alors que Flavie, c'est pas possible. Alors, vous parliez tout à l'heure, Vivien, vous parliez des gestes qui vont comme ça rythmer la journée, votre journée, la journée de votre famille. Est-ce qu'il y a certains gestes qui vous sont particulièrement propres? Quand je dis à vous, c'est-à-dire à vous trois, c'est-à-dire des choses, vous avez l'impression, c'est un peu comme l'hymne national de votre famille, des gestes que vous faites, et vous savez très bien que seuls vous les comprenez. Bah, un peu, oui. Quand on fait un check le soir, en fait. Ah. On a un check bien spécifique qui veut dire au revoir, bonne nuit. Voilà. Ah, il est comment, ce check? On peut le faire, là. Ah oui, il est compliqué, j'imagine. Oui, je comprends bien que ce soit juste entre vous. Mais et papa, il check aussi avec vous? Non, c'est maman. Ah, maman aussi, elle check? C'est maman qui check. Mais après, on se dit quand même bonne nuit. Ah oui. Donc c'est important aussi d'avoir des gestes bien à vous, qui sont un peu votre signature. Oui. Donc il y a le check que vous partagez avec maman. Est-ce qu'il y a un geste qui est l'exclusivité de papa? Oui, comme ça. Ah, il est plus romantique, papa, alors. Non, mais c'est... En fait, Ah, il est romantique. mais après, on se fait tous un câlin. Ah bah oui, ça... On a oublié les bisous, mais c'est normal. C'est plutôt, en fait, le soir, c'est le check avec maman. Et après, le matin, quand on se réveille, en fait, il n'y a que papa. Du coup, c'est le câlin avec papa. D'accord. Et est-ce que ce câlin, tu le réclames ou il vient systématiquement? Non, c'est nous qui... quand on se réveille. C'est quand on se réveille, en fait, on descend. Puis après, on va dans la papa. Et on dit bonjour et on se fait un câlin. Et après, on mange. Et le petit-déj est déjà prêt. Ah bah, alors, le petit-déj est déjà prêt. Est-ce que en dehors du matin et de ces rituels pour se dire bonjour, est-ce qu'il y a d'autres gestes qui rythment votre journée? Non, pas vraiment, en fait. Non? Le soir, par exemple? Non, en fait, non, pas vraiment. En fait, on n'a pas vraiment beaucoup de gestes, en fait, entre nous. En fait, ou alors on fait des gestes, mais on s'en rend pas compte. Ouais. Enfin, quand on parle aussi, on fait des gestes. Ah, quand tu parles, tu fais des gestes. Et tu sais pourquoi on fait des gestes quand on parle? Non. Hein? Bah, pour mieux s'exprimer, pour que la personne en face, elle comprenne mieux ce que tu dis. Et qu'est-ce qui est le plus important
pour que la personne te comprenne? Ce sont les mots ou ce sont les gestes? Je pense que c'est les mots. C'est les mots, parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui parlent sans geste. Oui. Mais après, tu peux aussi faire des gestes parce qu'il entend tes mots. Parce que, en fait, les gestes, tu peux les faire, mais en fait, c'est plutôt les mots, parce qu'avec l'intonation de la voix, en fait, tu peux voir si... Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que on a échangé, on a vu qu'on est capable de dire des choses différentes avec les mots qu'avec les mains. Donc, qu'est-ce qu'il faut mieux croire? Il vaut mieux croire ce qu'on te dit ou ce que tu vois? Ce qu'on me dit. En fait, c'est un peu 75-15. 75 pour les mots? Oui, 75 pour les mots et 15 pour pour le reste. Alors, par exemple, on parlait tout à l'heure des regards de papa qui rassurent. Est-ce que, pour ce message-là, un message qui pourrait être traduit comment, Vivien, qui pourrait être traduit rassurez-vous, oui, c'est plutôt n'ayez pas peur. Exactement. Est-ce que vous préférez que papa vous dise n'ayez pas peur ou qu'il vous regarde? Est-ce que les 75-15, ça tient toujours, Edgar? Non, c'est plutôt 50-50. Ah, c'est plutôt 50-50. Donc il y a des moments où les gestes sont plus importants. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moments que pour dire rassurez-vous, n'ayez pas peur, où les gestes sont plus importants que les mots? Ou les regards? Par exemple, quand on fait un spectacle ou un truc du genre, quand ils sont loin, en fait, les mots, en fait, ça va un peu servir à rien. En fait, c'est plutôt les gestes qui nous font loin. Coucou, quoi. Au théâtre, tu parles? Non, pas forcément. Ou alors quand on fait du sport. Quand on fait du sport? Qui viennent nous voir. Comme moi, en fait, j'ai fait un spectacle de gym, mais j'essaie de les voir tous. Tu as fait un spectacle de gym? Oui. Donc là, il n'y avait pas de mots? Non. Il n'y avait pas de mots. C'était que des gestes? C'était mon regard. Et ton regard? D'accord. Donc tu es la gymnaste, donc tout passe dans le regard, Flavie, c'est ça? On va dire ça comme ça. Est-ce que, par exemple, tu préfères avoir un bonjour avec les mots ou un bonjour avec le câlin? Parce que c'est un câlin le matin, hein, si j'ai bien compris. Avec papa. Ouais, un bonjour avec le câlin. Ah, donc il y a encore, rassurez-vous, il y a le bonjour, où on préfère encore les gestes. Est-ce qu'il y a d'autres moments de la journée ou d'autres messages où tu préfères que ce soit dit avec les mains, avec les regards, qu'avec les mots? Quand je suis timide. Quand il y a une dispute, je préfère ça avec les gestes. Parce que avec les mots, en fait, ça fait un peu peur. Ah, les gestes sont plus rassurants que les mots. Alors, c'est les mots ou c'est le son de la voix? C'est le son de la voix, moi, je dis. Et les mots. Moi, je dis c'est les deux. C'est 50-50 toujours, en fait. 50-50. Parce qu'on peut pas vraiment dire, en fait, c'est... En fait, c'est pas... J'aime pas avoir les deux en même temps. Mais... des fois, je préfère que quand ils me disputent, ils fassent des gestes. Enfin, qu'ils parlent un peu, c'est normal, parce que sinon, je vais rien comprendre. Et... s'il fait que me disputer, en fait, après, j'ai un peu peur, en fait. J'ai l'impression qu'il est carrément énervé. Ça veut dire qu'en gros, s'il y a les gestes, la voix et les mots, là, ça devient trop fort. Oui. C'est ça? Donc, quand on n'a que les gestes, c'est que 50%. Ou que les mots, c'est que 50%. Oui. C'est ça. Donc, ça veut dire que les gestes, ce que vous pouvez faire, vous, quand vous faites des gestes ou quand vous faites des grimaces, ça amplifie les messages que vous voulez passer à papa et à maman? Oui. En plus, on me le dit souvent, ça, quand je suis à l'école et tout ça. On me dit, en fait, c'est bien que tu fais beaucoup de gestes, tout ça, que, en fait, c'est plus facile à me comprendre. En plus que je parle vite, du coup, c'est plus facile à me comprendre que je fasse des gestes et tout ça. Parce que sinon, Alors, fais des gestes. Voilà. Tu as besoin des gestes pour mieux te faire comprendre. Oui. Alors, Vivien, tout à l'heure, nous avons évoqué le fait que Flavie était un vrai livre ouvert et que vous arriviez beaucoup plus facilement, d'ailleurs, avec Flavie qu'avec Edgar, à lire ses émotions, son état émotionnel. Quel type d'émotion vous arrivez à déceler dans le comportement, dans les regards différents de Flavie? Alors, c'est assez...
C'est facile. La joie. Flavie sourit tout le temps, donc c'est assez facile à percevoir. Mais elle cherche aussi parfois de l'attention. Et donc ça se voit énormément. Alors comment ça se manifeste? Parce que c'est quand même plus... Alors ça se manifeste par des gestes, surtout de l'agitation. D'accord. Et effectivement, on voit bien que Flavie a besoin de parler ou d'être entendue. D'attirer l'attention. Ça, c'est une première chose. Après, on voit aussi pas mal on voit qu'elle cherche de la fierté, de la reconnaissance, de l'estime. Souvent dans la journée, parce que Flavie fait de la gym, donc elle fait beaucoup de roues à la maison, elle a besoin d'être regardée, qu'on voit qu'elle a bien fait les choses. Donc c'est essentiellement ce type d'émotion, enfin surtout de sentiments qu'elle recherche. Et puis après, il y a aussi de l'amour le soir, le matin. C'est vraiment des choses indissociables du rituel du soir. Et est-ce que, parce que là, c'est ce que vous ressentez, mais est-ce que précisément vous avez réussi à déterminer quelle était par exemple la différence entre le comportement et le geste, on pourrait dire d'alerte, d'alarme, qui veut dire « regardez-moi », et le geste, le comportement de « aimez-moi ». Ah oui, c'est différent. Oui, et ça se manifeste comment? Tu sais, toi, par exemple, peut-être Flavie, peut-être que tu arrives à savoir comment tu arrives à dire « aimez-moi » ou « j'ai besoin d'amour ». Comment tu le dis, ça? En faisant des câlins. En faisant des câlins. Parce que là, en me le disant, tu penches la tête sur le côté. Est-ce que c'est ce que tu fais quand tu as besoin de câlins? Des fois, oui. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas du tout la même façon de se regarder de me regarder quand elle cherche des câlins et de l'amour, ou plutôt de l'attention. C'est ça. C'est pas du tout le même regard, les mêmes yeux. Ça se voit facilement. Les petits podcasts. Gestes et regards. Alors Eden, bonjour. C'est rigolo, comment tu m'as dit bonjour là? Tu m'as dit bon. Est-ce que tu m'as parlé pour me dire bonjour? Non. Comment tu as fait pour me dire bonjour? Bonjour. Ouais, alors tu m'as dit un mot là, mais tout à l'heure tu as fait quoi? Tu as utilisé ta main? Ouais. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, Eden vient de me dire bonjour avec à la fois avec les mots. On sent qu'elle est un peu intimidée par l'ambiance du studio, par les micros. Et d'ailleurs, bien souvent, quand les enfants sont intimidés, ils préfèrent utiliser le corps, les gestes pour s'exprimer. Est-ce que vous arrivez à la comprendre autrement qu'avec les mots? Évidemment, avec les gestes, justement, là, je sens qu'elle est timide puisqu'elle gratte son bracelet et qu'elle utilise des gestes pour vous répondre et qu'elle ne vous regarde pas spécialement dans les yeux. Ouais. Mais ce qui est normal en soi, puisque c'est une première expérience pour elle. C'en est une pour moi aussi, mais à 30 ans, on a moins d'appréhension qu'à 6 ans. Donc là, tu te caches les yeux. Pourquoi tu te caches les yeux, Eden? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que ça te rassure quand maman, elle te regarde, là? Oui. Oui? Ils sont tous toujours pareils, les regards de maman? Non. Et moi, si je te fais des regards différents, tu vas me dire lequel tu préfères? Est-ce que celui-là, tu le penses comment? Tu le trouves comment, celui-ci? Méchant. Méchant. Et celui-ci? Gentil. Ah, donc tu vois, alors est-ce que maman, elle a des regards différents? Oui. Oui? Et toi, est-ce que tu sais faire des regards différents? Par exemple, si un jour, tu n'as pas envie d'aller à l'école, est-ce que tu sais changer un peu ton regard? Oui. Tu fais comment? Je sais pas. Tu sais pas? Aurélie, vous êtes en train de faire des papouilles à Eden. Oui. Et est-ce que vous les faites pour elle ou est-ce que vous les faites pour vous, ces papouilles? Peut-être pour nous deux. Pour vous deux? Ouais. Et en fait, vous mettez quel sens derrière ce geste? La rassurer. La rassurer? La rassurer, tout simplement. Après, c'est des gestes qui détendent. Donc... Et en quoi ils détendent, ces gestes? Je sais pas, moi, ils m'ont toujours détendu, donc je les ai toujours faits à mes enfants. Alors, ils vous ont toujours détendu. Alors, est-ce qu'ils vous détendent, vous, en le faisant, ou c'est uniquement pour rassurer Eden? Je sais que c'est le genre de geste que ma maman faisait. Ouais. Donc, du coup, ça m'a toujours apaisée. C'est le genre de geste que je réclame à mon mari le soir devant la télé. Ouais. Et du coup, j'ai toujours eu cette manie
d'être très tactile et de toujours toucher mes enfants, toujours avoir une main dans les cheveux, des papouilles. Donc dans la famille, le contact, il est présent, il est là, il est important. Oui. Très kinesthésique. On ne peut pas le placer souvent, ce mot-là. Alors, du coup, très kinesthésique, oui. Est-ce qu'Eden réclame souvent votre contact ou celui de son papa? Oui. Ouais. Elle ne peut pas s'endormir sans les papouilles de son papa. Ah, Eden, toi, tu as déjà réussi à t'endormir sans les papouilles de papa? Non? C'est important pour toi? Oui. D'accord. C'est même pas des papouilles, lui, c'est quoi? C'est pas des gratouilles, plutôt? Parce que maman, c'est les papouilles et papa, c'est les gratouilles? Oui. Ah oui, les papas, c'est toujours un peu plus fort. C'est plus rigolo, les gratouilles que les papouilles? Oui. C'est quoi la différence pour toi? Est-ce que tu arrives à savoir quelle est la différence de sensation que tu peux avoir quand c'est maman qui fait les papouilles, comme tu en as eu longuement tout à l'heure, ou alors quand c'est papa qui vient faire des gratouilles? Avec des pinceouilles. Avec des pinceouilles en plus. D'ailleurs, là, je vois depuis tout à l'heure, vous êtes continuellement soit au contact de votre propre peau ou de vos cheveux, ou alors au contact d'Eden. Oui. Ouais. Mais je m'en rends même pas compte. Hein. C'est comme ça. C'est la main qui dirige. Ouais. C'est la main qui décide. Je pense que j'ai droit à ma petite analyse en même temps que ce podcast. Oui. Mais est-ce que vous avez, je sais pas, une façon de vous saluer le matin sans aller jusqu'au contact? Non. Où Non, on est très contact. Nous. Très contact. Ouais. Faut toujours qu'il soit dans mes bras, qu'il me fasse des bisous. Est-ce qu'il y a des gestes, des comportements, des attitudes, des façons de se tenir? Là, je vois qu'Eden est allongé sur la table, qui vous informe sur son état d'esprit, sur si elle est bien, si elle est moins bien, si elle est énervée, tout à l'heure on parlait de rassurance, si elle est peut-être un peu intimidée. Bah là, elle est intimidée. Et comment vous le savez? Et qu'elle me tend son cou. D'accord. Elle ne bouge pas, elle écoute. Et elle me tend son cou. Ça veut dire, viens maman, fais-moi des papouilles, j'en ai besoin. Donc vous n'avez pas besoin de parler avec maman pour vous comprendre. Non. Alors, on a parlé beaucoup de papouilles, on a parlé de contact physique, de gestes qui rassurent, de gestes qui disent je t'aime. Il y a un geste qui transmet énormément d'informations, c'est le regard. Oui. Voilà. Est-ce que vous savez déceler des regards différents venant d'Eden, qui vous racontent quelque chose sur elle, sur ses envies? Oui, heureusement. Oui. Enfin, c'est ma fille. Mes 3 enfants, je sais leur regard, je sais quand ils vont bien, quand ils vont pas bien, quand ils ont peur. Enfin, c'est quand même un super truc pour déceler les émotions, le regard. Ouais. Et vous, est-ce que vous êtes en mesure, comme ça, alors je sais que c'est toujours un peu difficile de s'auto-décrypter pour des choses qu'on fait la plupart du temps de manière très instinctive, parce que les gestes et le regard, c'est certainement notre moyen d'expression le plus instinctif. Est-ce que vous savez leur répondre avec les regards? Est-ce que vous avez des regards qui disent des choses différentes? Je pense que c'est plus une attitude entière, parce que quand je suis loin, je vais les regarder, je vais pencher la tête, leur dire je suis là, t'inquiète pas, j'arrive. Ou quand c'est par exemple justement à l'école et qu'ils sont partis dans la classe et qu'ils vont pas trop bien, je leur fais plus un petit signe, leur dire bon, t'inquiète pas, j'arrive quoi. Donc en gros, vous associez un regard à une posture, oui. À un comportement, une grimace? Oui, voilà, ça va plus être ça, mais après je sais pas comment leur... Enfin, moi, si je vois mon enfant avec un regard triste, j'arrive, je cours. Oui. Donc, si je peux venir, je viendrai. C'est plus fort qu'un appel au secours, quoi. Ah oui. Hein? D'accord. Et est-ce que vous portez plus de crédit à ce que dit Eden avec les mots, ou est-ce qu'elle vous envoie avec le comportement, avec les regards, avec ses gestes? Avec les regards. Avec les regards? Ouais. Ouais. Parce que c'est facile des fois d'utiliser certains mots pour dire non, je vais pas bien, ou je suis malade. Mais il y a des regards où là on va se dire ah oui non, elle est vraiment malade. Donc vous c'est pas que du pas envie d'aller à l'école par exemple. Donc une maman avec un détecteur de mensonges
livrée d'usine, alors. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais j'essaye de faire de mon mieux. Oui, vous arrivez à déceler les moments où, oui, où elle s'amuse un peu avec vous? Oui. Oui. Et c'est parce qu'on a une grande comédienne à côté aussi. Hein? C'est toi la grande comédienne, Eden? Oui. Là, elle fait ça timide. Est-ce que tu aimes quand maman, elle te regarde? Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a des regards différents chez maman? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des regards que tu aimes plus que d'autres? Non. Par contre, il y en a que j'aime pas. C'est quoi? Les regards quand elle se met en colère. Ah, et ils sont comment les regards de maman quand elle se met en colère? Elle fronce les yeux un peu comme ça, elle fronce les sourcils? Oui. Oui. Et ça, tu aimes pas ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu préfères lesquels, toi, de maman? Gentil. Et alors, il est comment le regard de maman quand il est gentil? Comme ça. Là, aujourd'hui, elle est gentille, maman? Oui. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Merci à vous tous pour ces échanges très intéressants. Les petits podcasts. Gestes et regards. C'est à présent au tour de notre pédopsychiatre Agnès Pargade de nous faire part de ses commentaires sur les échanges entre Aurélie, Vivien et leurs enfants. Alors, Agnès, vous avez assisté à nos échanges. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en entendant ce qui s'est passé, en entendant tous ces moments de complicité, ces échanges autour du regard et des gestes, qui ne sont pas forcément des sujets très faciles, par exemple pour Eden, qui était très jeune. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors, je pense que nous avons eu beaucoup de chance ce matin d'avoir deux familles comme celle d'Aurélie et de Vivien. Ce sont des familles où visiblement l'amour circule, l'amour est présent, l'amour se montre. Et ce qui serait intéressant à travers les podcasts, c'est peut-être de donner des idées aux familles où ça circule moins, où ça se montre moins, d'essayer de faire comme Aurélie et comme Vivien, de regarder les enfants, d'analyser leurs regards, leurs gestes, d'être à leur écoute et de s'adapter en fonction non seulement du moment de la journée, bien sûr, de la situation, et en créant ces petits codes familiaux que moi j'aime beaucoup. Donc Aurélie nous a bien expliqué que c'était sa maman qui l'a caressée autrefois, donc elle a repris ça. Il y a quelque chose de l'héritage. Complètement. Et ça, c'est nous le savons bien, hein, ça se traduit comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour les auditeurs, ceux qui écouteront ces podcasts, c'est de se dire, bon, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir, pour des raisons X ou Y, une maman qui me faisait des papouilles, des caresses. Pourquoi pas essayer? Tout à l'heure, vous parliez donc on a assisté à deux familles où l'amour circulait, on le voyait. Si les auditeurs pouvaient voir ce qui se passait, c'était effectivement plutôt très tactile. Est-ce que ça voudrait dire que les regards et les gestes sont des moyens de faire circuler l'amour, de reconnecter les membres d'une famille? Est-ce que le début de la connexion des membres d'une famille passe d'abord par le regard et les gestes? Chez le tout petit, c'est comme ça que ça... Je suppose que si on a interrogé Aurélie sur l'accouchement et sur les premiers moments, c'est comme ça que cela se passe. D'ailleurs, les bébés ont fait de plus en plus le pot à pot, même chez les prématurés, etc. C'est comme ça que le lien il se crée avec la maman et avec le papa, parce qu'on sait maintenant, on a changé un peu les habitudes et on fait participer le papa. Oui, c'est le papa qui lave l'enfant. Oui, et puis même au-delà de ça, maintenant, les papas portent le bébé dans le porte-bébé. Voilà, il y a tout ce contact qui est très important chez les tout-petits. Alors, il faut quand même anticiper un peu la séparation. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ne soit pas trop obnubilé par ce câlin du soir, ce rituel. Bon, on en reviendra, ce sera un autre sujet. Parce que des fois, on dort chez le grand-père et la grand-mère et les habitudes, on n'a pas parlé encore des grands-parents, les habitudes peuvent être différentes. Les câlins d'une grand-mère ou les regards d'une grand-mère ou d'un grand-père sont tout aussi riches, mais sont différents.
Donc, il faut apprendre aussi à l'enfant à décoder tout ça. Hein, et à décoder aussi peut-être les regards persistants ou les regards étranges. Enfin, les enfants le sentent. Hein. En plus, ce matin, on avait 3 enfants particulièrement observateurs et qui analysaient bien les choses. Donc, je ne suis pas inquiète du tout pour eux. Voilà, donc il y a toute cette communication qu'il faut apprendre aux enfants. Est-ce que ce sont des choses que, Aurélie, Vivien, que vous abordez avec Eden ou avec Edgar et Flavie? C'est-à-dire apprendre à décrypter le comportement en dehors du cercle familial? Alors moi, ce qui me surprend par contre, c'est pour dire que les papouilles, c'est bien, mais qu'après, dehors, ils vont peut-être les réclamer, mais mes enfants sont totalement habitués à dormir ailleurs, sans nous. On est sur des rituels à la maison. D'accord. Et mes enfants sont totalement conscients que quand ils dorment chez mamie, ils n'auront pas la chanson de maman ou les papouilles de papa. C'est intégré chez eux. C'est vraiment intégré dans leur vie. À la maison, c'est la maison. À l'extérieur, c'est à l'extérieur. Hier, on a dormi à l'hôtel, il n'y avait pas papa, tout va bien. Quand elle dort chez une copine, tout va bien, en fait. Oui, elle ne ressent pas ni un manque, ni une angoisse. Alors ça, c'est très bien, Aurélie, c'est que vous avez réussi justement à bien instaurer les choses, parce que souvent, il y a des familles où les enfants ne veulent pas aller ailleurs, parce qu'ils n'auront pas le rituel, ils n'auront pas toutes ces petites marques qui permettent l'endormissement. Donc Aurélie, c'est parfait si les vôtres, ils arrivent tout à fait à substituer peut-être par autre chose. Nous, ils sont tous... moi, j'ai 3 enfants, je n'ai pas que Eden. Ouais. Et j'ai 2 petits garçons de 4 ans, et les 3 dorment n'importe où. Chez le voisin, ça va être compliqué. Hein. Quand ils sentent en sécurité. Voilà, dans leur sphère... Voilà, parce que donc, le risque, c'est de provoquer une trop grande dépendance. Hein, donc c'est ça qu'il faut... C'est bien, vous avez bien anticipé, c'est parfait. Donc là, on peut parler de travail sur l'autonomie affective, j'imagine, de l'enfant. Alors là, ils sont encore très jeunes, hein, surtout Eden, donc ils ont le temps, ça va. Mais on sent que ce sont des enfants équilibrés qui sont armés pour la vie. Mais c'est vrai qu'en consultation, on voit parfois des enfants complètement dépendants, plus de la maman, qui ne peuvent pas aller dormir ailleurs. Et ça, ça devient handicapant. À partir de là, je ne veux pas dire 6e, mais 5e, et puis au-delà, quoi. On ne peut pas aller en colonie de vacances, on ne peut pas aller en voyage scolaire. Combien de fois il y a des parents qui viennent consulter parce que l'enfant a paniqué au moment du voyage scolaire. Là, c'est passé, c'était au mois de juin. Mais voilà, ça arrive. Donc ça, c'est dommage. Donc il faut... À partir de quel âge faut-il leur apprendre un peu à nous lâcher, hein, parce que là, pour reprendre un mot au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire de commencer à les habituer à avoir un contact moins fréquent. Alors, il n'y a pas d'âge, ça dépend de la maturité de l'enfant, de la composition de la famille, du contexte. Alors moi, je suis très schématique. Je base un peu les étapes de la vie d'un enfant sur les étapes scolaires, parce que l'école prend quand même une grande place. Donc, il y a la maternelle qui joue un grand rôle. Hein, petite section de maternelle, hein, on connaît tout ça, on a vécu ça, laisser le bout de chou. Elle disait bien, Aurélie, tout à l'heure, le câlin devant le portail, etc. Ou est-ce que certaines maîtresses laissent aller en classe. Donc, la petite section, et nous, on interroge toujours sur comment s'est passée la première séparation, petite section. Ensuite, il y a le CP. Ça, c'est une grande étape aussi en France. Voilà. Bon, donc le CP... Qui sera l'étape d'Eden en septembre. Donc le CP, il faut savoir un peu s'apprendre à s'habiller tout seul, il faut le cartable, etc. Donc ça va pas être au CP. Je laisse un peu, par exemple, les années importantes comme le CP et la 6e, je laisse cette année pour que l'enfant mature. Et donc, ça va être plutôt au CE1 qu'on peut demander un petit peu plus d'autonomie. Et pareil, c'est pas trop en 6e qu'on va bouleverser l'enfant à lui en demander trop, parce qu'il faut déjà qu'il s'habitue au collège, c'est plutôt en 5e. Voilà. Donc, je raisonne un peu comme ça. Puis après, il y a la terminale. Mais en terminale, on peut espérer qu'ils soient grands et qu'ils n'ont plus trop besoin de papouilles et de cartouilles. Mais s'ils veulent encore des papouilles en terminale, j'en ferai encore. Je suis désolée, je ne m'arrêterai pas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de culturel propre aux familles sur le rapport aux gestes, au regard, Complètement.
Il y a des familles où on parle, oui, moi je parle beaucoup avec les mains, hein. Ça dépend de l'origine, oui, comme vous dites, culturelle. Enfin, les latins sont bien sûr plus tactiles. Bon, les scandinaves, les anglo-saxons vont être un peu plus froids, quoique, bon... faut bien connaître l'Angleterre, il change beaucoup. Mais comme a dit Vivien, je crois que c'est plus familial. Hein, il y a aussi la façon dont on a été élevé. Tout à fait. Alors, vous savez, on a deux façons de réagir à la façon dont on a été élevé, soit de l'imitation, soit au contraire du rejet. Hein. Donc il faut toujours essayer... Ça peut être un mix des deux. Voilà. Aussi. Nous, on a un mix. Voilà, il faut essayer de faire un mix des deux, prendre ce qui nous a paru correct ou bien, positif, et puis essayer de corriger un peu les petits effets néfastes. Quand Vivien s'exprimait sur les gestes qu'il y avait à la maison et qu'il ne lâchait pas ni Edgar ni Flavie du regard, comme s'il attendait... Alors, deux choses peut-être importantes. D'une part, on se regarde de moins en moins. Parce que d'abord, nous, parents, grands-parents, nous avons quand même nos smartphones dans la main. Donc ça, c'est peut-être le premier message aussi à faire passer à travers ce podcast. On pause, on éteint, que ce soit pour les enfants et les parents. Donc se regarder, ça, c'est très important. Et puis, s'il y a un sentiment qu'il faut que vous essayiez de dépister chez votre enfant, c'est la tristesse. Là, on a vu ce matin 3 enfants très joyeux. D'ailleurs, Vivien l'a dit, Flavie est une petite fille où on voit surtout de la joie. Alors, c'est très difficile pour des parents de dépister la tristesse chez l'enfant. Parce que d'abord, pourquoi il est triste ? Un enfant, a priori, ce n'est jamais triste. Or, c'est faux. Donc voilà. Bon, je ne veux pas assombrir Est-ce que ça s'exprime de manière très différente d'un enfant à l'autre ? Ou est-ce qu'il y a quand même quelques signes, quelques façons de décrypter un regard qui tenterait d'exprimer cette tristesse ? Je ne sais pas, Vivien et Aurélie, vous avez peut-être une idée ? Quel genre de regard vous inquiéterait chez vos enfants ? En fait, c'est un regard mélangé à une certaine attitude aussi. Parce que quand on ressent de la tristesse, en tout cas chez mes enfants, c'est plus un peu de renfermement et de mise à l'écart, et ça se voit très rapidement. J'ai de la chance d'avoir des enfants expressifs, mais c'est plus une mise à l'écart et un sentiment d'exclusion qui fait ressentir aux parents cette tristesse. En l'évoquant, oui. vous épousez une attitude qui est une posture plutôt en contraction, où les épaules se rapprochent l'une de l'autre. Et effectivement, et après, il y a par exemple Flavie qui, quand elle est triste, arrive à le montrer très facilement, et on le voit comme pour le reste des sentiments qu'elle éprouve. Et un Edgar qui, lui, va être plus en retrait et moins tendance à vouloir en parler, ou déjà à le montrer. Donc effectivement, ça dépend des enfants. Alors on sent qu'Edgar, il est un peu dans le contrôle, et puis je pense aussi dans sa personnalité. Donc je pense que par exemple Flavie, ça se verrait tout de suite, elle vous ferait pas ses roulades, voilà, donc si elle était triste. Edgar, effectivement, s'il se renferme un peu, ou peut-être lui dire, par exemple, la 6e, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu difficile, voilà. Mais Vivien a très très bien résumé les choses, ce n'est jamais... On va pas analyser juste un regard. Il faut un ensemble. Alors nous, on va appeler ça médecin, on va appeler ça des symptômes. Vous, parents, vous allez dire des attitudes, voilà. Hein. Donc en gros, le regard serait la connexion, oui. le moyen de dire « j'ai quelque chose à te dire », et les gestes, les postures seraient le message en lui-même. Tout à fait. Et associé à d'autres petits troubles, une perte d'appétit, des petits troubles du sommeil qui seraient tout à fait, par exemple, inhabituels chez les enfants d'Aurélie, etc. Pas mal le sommeil aussi. Voilà, donc toujours analyser, observer ses enfants et se poser des questions. Est-ce qu'ils sont heureux ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Mais bon, pour les 3 de ce matin, il n'y a aucun problème. Ce sont des enfants heureux, c'est évident. C'est rassurant alors. Ben oui. Merci Agnès, merci Vivien, merci Aurélie. De rien. Merci. Si on se résume, nos enfants ont une grande confiance en l'amour que nous leur portons, une confiance qui est sans cesse renouvelée par les gestes et les regards que nous leur adressons au quotidien et qui nous permettent de communiquer bien au-delà des mots. Les petits podcasts.